Vous avez la parole d'annoncer la première conférence. Vous avez donc c'est Mustafa Mkhtari que vous connaissez très bien, donc pédiatre, ex-chef de service de néonatologie à Bicêtre. Et maintenant, donc il fait des va-et-vient entre le Maroc, donc le retour aux racines. En plus de sa spécialité en néonatologie réanimation néonatale, donc il a une spécialité dans l'éthique. Donc chaque année, donc il nous traite un sujet qui concerne un petit peu l'éthique. Et vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mustafa. Merci beaucoup. Salam alaikum. Donc c'est toujours avec joie que je suis là. Et je remercie infiniment les organisateurs à la fois pour cette session et également pour le choix d'un thème éthique, effectivement. Tout à l'heure, Madame Tazi, elle a dit deux mots méga importants qui sont l'empathie et la compassion. Voilà, donc ce sont des éléments qu'on utilise tous les jours de l'éthique, mais on l'appelle pas comme ça, on l'appelle autrement, parce qu'on ne sait pas qu'on fait de l'éthique. Pour commencer, mon sujet c'est l'amitié. Est-ce que le soignant peut être ami avec le soigné? Ça pose un problème. Et pour cela, donc je vais parler au sens de l'amitié avec mes amis que vous êtes, en vous parlant de l'amitié et en vous parlant également de est-ce que cette amitié est possible dans une relation de soins. Et je m'inspire de cette citation de Gibran, Khalil Gibran, dans son livre qui s'appelle Le Prophète, qui dit, donc lui, il commence toujours ses phrases par une personne, quelqu'un lui pose la question. Et un jeune dit, parle-nous de l'amitié. Et il répondit, disons, votre ami est votre besoin. On a besoin d'amis. Aristote dit, on ne peut pas vivre, on peut vivre sans beaucoup de choses, mais la seule chose dont on peut pas se passer, c'est l'amitié. Il est le champ que vous avez semé avec amour et moissonné avec reconnaissance. Vous venez à lui avec votre faim et vous cherchez en lui la paix. Lorsque votre ami parle de ses pensées, vous ne craignez pas le non, parce qu'on peut répondre à un ami, un vrai ami, on peut lui dire non, on peut lui dire oui, et il le comprend aussi. Vous ne craignez pas le non de votre esprit et ne refusez pas le oui. Et quand il est silencieux, votre cœur ne cesse d'écouter son cœur. En amitié, toutes les pensées, tous les désirs, toutes les attentes naissent, sont partagés sans mots dans une joie muette. Donc il y a de la joie quand on est avec ses amis, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est avec ses passions. Quand vous vous séparez de votre ami, ne vous désolez pas, car vous aimez en lui peut-être plus clair. J'ai un problème avec l'écran, voilà. En son absence. Comme la montagne pour le randonneur qui est plus visible vu de la plaine. L'amour qui cherche autre chose que la révélation de son propre mystère n'est pas l'amour, mais un filet jeté au loin et que vous prenez en vain. Si vous venez, merci beaucoup, si vous venez le voir avec pour tout présent des heures à tuer, par exemple, venez toujours le voir avec des heures pour vivre, pour faire vivre, car il est là pour remplir vos besoins et non votre néant. Non. Voilà. Je vais vous raconter une histoire clinique. Voilà. Et vous allez, à ce moment-là, vous mettre dans ma place il y a quelques années de ça. Alexia, c'est une petite fille pour laquelle on fait un diagnostic de hernie de coupole diaphragmatique à 26 semaines, une forme très sévère. Et à ce moment-là, c'est le pédiatre et le chirurgien et l'obstétricien, donc un trio qui voit la famille. Pour l'annonce du diagnostic anténatal, on leur dit, elle a 5 à 10% de chances de survie. C'est une forme extrêmement sévère, une forme gauche. Mais si on peut faire une chirurgie fétale, c'est-à-dire mettre en place un plug, fermer la trachée en anténatale, on peut augmenter les chances de survie à 40 à 50%, ça veut dire qu'on les multiplie par 4 à 5. Les parents acceptent, on pose le plug à 28 semaines, on le retire par fétoscopie à 34 semaines, et elle est née, 48 heures plus tard, elle était opérée, ça veut dire qu'elle était opérable, bien. À 1 mois de vie, elle est extubée, enrôlée par une ventilation nasale, c'est l'euphorie. Elle rentre dans un protocole de recherche
en plus, ce qui était un cas positif dans un protocole. Sauf que au bout de 2 mois, elle développe une insuffisance cardiaque sur une hypertension artérielle très lente et elle est réintubée. On ferme le canal artériel et comme elle avait une HTAP, on a trouvé un chirurgien cardiaque qui a mis un clapet pour que ce canal reste fermé mais en même temps ouvert, à moitié ouvert en tous les cas. Et 4 mois, à l'âge de 4 mois, elle est trachéotomisée. À l'âge de 5 mois, elle commence à être autonome, pas mal mobile. On la descend à l'IRM parce qu'on voulait voir ce qu'il y a dans le cerveau. Et à ce moment-là, on tombe sur des hétérotopies, c'est-à-dire des malformations congénitale qu'elle avait dès la naissance au niveau cérébral avec des anomalies catastrophiques. À ce moment-là, dans ce genre de situation, depuis la loi Leonetti, on fait une réunion collégiale, on va délibérer ensemble avec tous les soignants, les médecins, les infirmières, pour savoir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on continue la réanimation? Est-ce on va se dire stop et si elle fait un arrêt cardiaque, on arrête? Et au moment de cette réunion, on avait dit à ce moment-là, en raison du très mauvais pronostic de l'enfant, on a proposé de limiter les soins de support. Ça veut dire que si l'enfant fait un sepsis, on va pas mettre de la noradrée, des remplissages et ainsi de suite. On va dire, wajal baraka. Ok? Et on va favoriser un projet de soins palliatifs. Jusqu'à présent, c'était assez clair. Sauf que, grande surprise, il y a une partie des soignants qui s'opposent à cette décision, à cette délibération. C'est même pas une décision, c'est juste une délibération. Ils s'opposent de manière virulente et ils reprochent aux médecins un certain nombre du style vous êtes allé trop loin, vous n'avez qu'à réfléchir avant, maintenant qu'on est dans cette situation-là, vous mettre à la place des parents, vous mettez à la place de ceux-ci. Donc, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer au sein des infirmières, ça hurle dans tous les sens. Et au milieu de ce vacarme, moi qui, à ce moment-là, je dirigeais cette réunion, je commence à entendre de temps en temps amis, prendre le café, sortir ensemble, se voir. J'ai dit stop. On va suspendre la discussion et on prendra une autre réunion après. On apprend donc que certaines infirmières sont amies avec les parents. Elles se voient en dehors du service, elles donnent des informations aux parents, soit par téléphone, soit quand on les voit, avec un certain nombre d'informations concernant l'intimité professionnelle, entre parenthèses, en disant celle-là, elle est pas très compétente, de toute façon, elle fout rien, l'autre médecin, on l'appelle tête de coq ou la chihaja, l'autre médecin, hadam, le muhim, tous les détails de ce qui se passe dans le service. Réunion suspendue. À ce moment-là, les décisions, donc il y a eu une telle tension qu'on ne pouvait pas décider. Les premières décisions qu'on a prises, c'est changer de chambre cette petite, la mettre dans une grande chambre, une salle qui était assez grande, dans laquelle on a mis 2 grands lits. Donc on a dit aux parents, vous pouvez rester avec elle. Parce que les parents, ils ont demandé que je les ai vus bien sûr en réunion, enfin en entretien, ils m'ont demandé que il y aura une seule équipe qui va s'occuper de leur enfant, il y aura telle infirmière et telle infirmière. Je dis c'est pas possible. Si vous n'avez pas confiance, vous restez avec elle. Je la change de chambre et vous restez avec elle 24/24/24. Voilà, c'est ce qu'ils ont accepté. 2 semaines plus tard, à 170 jours de vie, la petite s'aggrave, elle décède. Voilà. Et après le décès, elle est décédée malheureusement dans des conditions où il y avait une telle mésentente que même le travail d'accompagnement n'était pas très très bien fait parce on évitait d'aller voir les parents, ils ronchonnaient tout le temps. Donc c'est une histoire assez typique des enfants qui restent longtemps en réanimation, qui restent longtemps hospitalisés et ça crée des liens. Ça crée des liens qui sont soit bons, soit mauvais. Parfois, la plupart du temps, ce sont des bons liens parce qu'on commence à avoir une espèce d'investissement considérable dans la relation avec les parents et il y a toujours dans ce genre de relation un sentiment d'insatisfaction en particulier vis-à-vis des infirmières. Donc il y a certaines infirmières qui ne sont pas reconnues par les autres soignants qui vont faire quoi? Qui vont se diriger vers les parents pour avoir cette reconnaissance de la part des parents qu'ils n'ont pas du côté des autres, de leurs collègues. Ce qui fait qu'ils vont à ce moment-là travailler beaucoup plus, être plus à l'écoute des parents, surinvestir leur relation avec les parents pour obtenir cette reconnaissance. En d'autre part, et les autres, ils vont être un petit peu marginalisés. Et il va y avoir cette espèce de concurrence qui s'installe. Et il va y avoir à ce moment-là il y aura un surengagement de certains et un désengagement des autres.
C'est exactement ce qui s'est passé dans cette situation. Donc, dans cette situation, il y a certaines infirmières qui ont, à ce moment-là, favorisé leur relation avec les parents au détriment de l'équipe. Et Aristote décrit très bien ça, il l'appelle l'acrasia, et Socrate, il l'appelle l'incontinence. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que l'agent, il va finir du fait de son désengagement, du fait parfois du burn-out, de l'épuisement professionnel, il va agir contre ses propres valeurs et contre ses propres intérêts. Et il est conscient. Celui qui n'est pas conscient, c'est pas grave, mais il est conscient qu'il est en train d'agir contre ses propres intérêts et contre ses propres valeurs et contre ses collègues. Et il le sait bien. Et donc, selon Socrate, ce sont une personne qui n'agit volontairement ou intentionnellement, qui agit volontairement ou intentionnellement à l'encontre de ses valeurs, seul l'ignorant peut le faire, ou bien celui qui a une mauvaise intention, c'est-à-dire il veut nuire aux autres de manière irrationnelle. Ici, donc, nous sommes dans une relation qui est particulière, une relation soignant-parent, dans un cadre de manière à nuire aux autres soignants qui sont également leurs collègues. Alors, cette relation, elle n'est pas saine. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils attendent de nous, le patient? Le patient, ils attendent de son médecin que c'est Georges Canguilhem qui est un philosophe, qui est médecin, philosophe, qui a travaillé beaucoup sur les relations de soins. Il dit, mon médecin, c'est celui qui accepte ordinairement de moi que je l'instruise, c'est-à-dire le patient instruit le médecin, que je l'instruise sur ce que seul je suis fondé à lui dire, à savoir ce que mon corps m'annonce à moi-même par des symptômes dont le sens ne m'est pas clair. Donc, il va m'éclaircir. Mon médecin est celui qui accepte de moi que je vois en lui un exégète, donc mufassir, avant de l'accepter comme réparateur. Il doit m'expliquer ce que j'ai avant de me réparer. Donc, Georges Canguilhem, il donne bien qu'est-ce que le médecin attend, le patient attend du médecin. Et quelle est la place à ce moment-là du soignant dans cette relation soignant-soigné? Là, cette place, elle est très particulière parce que c'est une relation qui est tout le temps tendue. C'est une tension entre la reconnaissance d'une proximité et la mise en distance. C'est ce que Paul Ricoeur appelle l'action de soigner sans fusionner. Et l'efficacité de soin requiert cette capacité de se mettre à distance, mais sans être indifférent. Et cette distance, il y a que cette distance qui permet à ce moment-là au médecin d'avoir ce qu'on appelle le sens de discernement. S'il est très fusionné avec le patient, il ne peut pas discerner. S'il est indifférent, il s'en fout de discerner. Donc c'est cette distance-là qu'il va falloir à ce moment-là, à laquelle il faut savoir s'adapter. Donc le médecin doit conserver une certaine autorité par l'intermédiaire de cette distance. S'il est très copain avec le patient, il n'a plus cette autorité. Ça veut dire que ses conseils ne seront pas suivis. Non. Donc il faut qu'il y ait cette... Voilà. Donc, la relation soignant-soigné est une relation particulière. Alors, l'amitié, c'est autre chose. L'amitié, le Littré, en 1873, il définit l'amitié comme un sentiment qui affectionne, qui attache une personne à une autre. C'est vrai qu'on a de l'affection par rapport à nos patients parce que ce sont des patients particuliers, c'est des bébés. C'est vrai qu'on est attaché, mais on doit garder cette distance de discernement. L'amitié a un sens plus étendu. Elle suppose une réciprocité et une certaine égalité. Et dans le contexte de soins, le soignant et le soigné ne sont pas égaux. Et ils ne sont pas libres, alors que là, dans l'amitié, il y a une certaine liberté, puisque la réciprocité, c'est une certaine liberté, je me permets de dire, et il se permet de dire, et une certaine égalité. Donc c'est dans cette relation particulière, c'est ça l'amitié. Aristote considère l'amitié comme une notion équivoque, ambiguë, dont on ne saisit le sens qu'en interrogeant les choses qui lui ont donné naissance. Pourquoi je suis avec un tel? Parce que j'ai besoin de lui.
parce que c'est quelqu'un d'agréable avec qui je m'entends très bien, parce que c'est quelqu'un d'utile, donc c'est ça qu'il définit. Et là, en disant, si on connaît les objets de la relation, de l'amitié, on va connaître le type d'amitié. Et il décrit, à ce moment-là, il dit, l'amitié naît d'une affection spontanée qu'on porte à une personne unique, de manière spontanée, réfléchie. Elle naît dans une rencontre. Le soin n'est pas une rencontre. Le soin est une rencontre, certainement. Mais c'est une rencontre imposée. Alors que l'amitié, c'est une rencontre que je peux faire ici. Alors que le soin, il m'est imposé. C'est quelqu'un qui vient me voir et qu'on m'impose de le voir. L'amitié est nécessaire pour la vie, pour vivre. Sans amis, personne ne choisirait de vivre. Et quand on est riche, il prend l'exemple du riche en disant comment une prospérité riche, pas uniquement financièrement, mais intellectuellement aussi. Comment une prospérité serait-elle gardée sans amis? Plus elle est grande, et plus il va y avoir des gens qui vont vouloir la prendre. Donc, du coup, j'ai besoin de plus d'amis pour pouvoir protéger cette prospérité, que ça soit financière, intellectuelle, ou tout ce qu'on veut. D'accord? Et là, Aristote, il décrit deux types d'amitié en fonction des objectifs. Il décrit l'amitié d'amour et l'amitié d'utilité. L'amitié d'amour, il dit, l'amitié d'amour, elle commence par soi-même. On dit charité, bien placée, commence par soi-même. Donc, l'amitié d'amour, c'est en disant, chacun est ami de soi-même. Et parce qu'on se parle à soi-même, on prend soin de soi-même, et ainsi de suite. Et puis, il considère l'amitié comme une relation mutuelle qui nécessite une certaine réciprocité. C'est la mise en commun d'un vivre ensemble, d'une intimité. Et c'est une intimité bienveillante. Dans bienveillante, il y a du bien. Donc, je veux le bien à quelqu'un, mais je sais qu'il me veut du bien. Elle est mutuelle et qui ne doit pas rester ignorée. Ça veut dire que quand je suis ami avec quelqu'un, et il y a cette réciprocité. Parce qu'une amitié non déclarée n'est pas réellement une amitié. Il peut y avoir de l'admiration ou de la shihaja. Et puis, il distingue l'amitié utilitariste, qui est fondée sur l'utilité. L'utilité parce que je passe des soirées avec lui, parce que je vais courir avec lui, parce que je vais course avec lui, parce que je lis avec lui. Donc, ce sont deux choses qui sont complètement distinctes. L'amitié d'utilité, où les gens ne s'aiment pas pour eux-mêmes, mais ils s'aiment parce qu'ils ont en commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Il peut y avoir, par exemple, une personne qui est agréable, pour leur propre bien. Voilà. Donc, il y a autre chose. Donc, ce sont des amis, mais dans le cadre d'un bien commun qui les unit. Ces amitiés, elles ont un caractère accidentel. Donc, ce n'est pas une rencontre. C'est par hasard. L'amitié, à ce moment-là, cesse dès que le bien cesse. Alors que l'amitié véritable ne cesse jamais. Sauf que lorsque les deux personnes décident eux-mêmes en disant, allez, stop, donc on va arrêter l'amitié, ce qui est rare. Il prend un troisième type d'amitié qui est particulier, c'est l'amitié qu'il appelle fondée sur la vertu. Et là, il parle bien sûr des hommes vertueux, les hommes hadoukli, ils sont vraiment complètement désintéressés, mais c'est très très rare de voir des gens complètement désintéressés. Et dans ce cas-là, chacun des intéressés de cette amitié vertueuse, il doit convaincre, en tous les cas montrer à l'autre, qu'il est objet lui-même, qu'il est digne d'être objet d'une amitié vertueuse. Nous, dans notre relation de soins, en pédiatrie, nous avons une relation parent-soignant, qui est une relation très particulière, puisque l'enfant est un cas particulier. Pourquoi? Parce qu'il ne s'exprime pas, parce que chez l'enfant, la maladie est considérée comme une injustice, même si ce n'est pas vrai de manière philosophique, parce que le mot injustice ne s'applique que quand il y a quelque chose d'injuste qui est fait par quelqu'un d'autre. C'est comme ça que c'est défini, alors que là, c'est une injustice, mais c'est considéré comme, pour l'enfant, on peut l'admettre. Et l'attachement est intense. Pourquoi? Parce que l'enfant est attachant. Et la relation, elle est triadique. C'est les parents, l'enfant et le soignant. Pourquoi? Parce que l'enfant ne donne pas son consentement, parce qu'il ne s'exprime pas, parce qu'il a besoin de... Voilà. Et donc, à ce moment-là, elle oblige le soignant à considérer
tous les enfants comme étant égaux, donc à éviter d'exprimer ses préférences affectives. Relation, je vous ai dit qu'elle est imposée, depuis tout à l'heure que je le dis. C'est une relation particulière dans le soin parce qu'elle est rémunérée. Alors que jusqu'à présent, l'amitié, elle n'est pas rémunérée. L'amitié, on peut trouver du plaisir, du bonheur, de la joie, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de rémunération. Il y a un versement d'honoraires. Mais en plus du versement d'honoraires, il y a une gratitude presque éternelle. Je ne peux pas le payer. Parce qu'il a fait ça, je ne peux pas le payer. Et donc quand on a une gratitude, ça veut dire qu'on est titulaire d'une dette. Et qu'on doit rembourser cette dette. D'accord? Et parfois, cette gratitude, il existe une disproportion entre le bienfait qui a été fait et ce que la valeur, enfin, comment la sent la personne, le soigné, comment il sent ce bienfait. Alors que pour le médecin, il a fait son travail. Mais pour le patient, c'est quelque chose de extrêmement, et ils sont, même en étant dans cette gratitude, il ne peut pas, il ne peut pas être content, puisque quand la dette est énorme, il ne peut pas être content. Et en plus de ça, Hippocrate dit, l'argent ne pouvait pas constituer la finalité de l'art médical. C'est-à-dire que même si les personnes payent, il reste une dette. Celle de le médecin, il a fait plus qu'il ne pouvait, donc je ne pourrai jamais payer l'acte médical. Et le soin n'est jamais gratuit, même lorsqu'il est fait dans un hôpital public où les gens ne payent pas, puisqu'il crée une dette vis-à-vis des soignants qui sont sur place. Et quand vous créez une dette vis-à-vis de quelqu'un, la personne qui est titulaire de la dette, il aspire à vous rembourser un montant ou une action supérieure à la dette que vous avez. Donc voilà. Donc quand on peut, il faut rendre l'équivalent, au moins l'équivalent de ce qu'on reçoit ou de ce qu'on perçoit. L'amitié nécessite de l'égalité. Dans notre relation avec le patient, ou là, avec les parents, est-ce que notre relation il y a une certaine égalité? La réponse est non, puisque le soignant et le patient ne sont pas égaux. Qu'est-ce qu'il dit, John Rawls? Il dit, les partenaires font leur choix ensemble comme des personnes rationnelles, libres et égales entre elles. Les soignants et les parents ne sont ni libres, parce que quand on soigne un enfant, on n'est pas libre. On est obligation des moyens, l'obligation de présence, l'obligation morale on passe longtemps à téléphoner pour savoir quelle est l'exploration qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut envoyer les examens. Donc on a une obligation, on n'est pas libre. Deuxième chose, on doit être rationnel. Dans cette relation, personne n'est rationnel. On est tous sous les émotions de sauver cet enfant. Et égal, on n'est pas égaux. Pourquoi on n'est pas égaux? Parce que nous avons des raisons sociales différentes. Le médecin, il a une position sociale qui diffère de n'importe quel autre métier, même un PDG, même un ministre, même tout ce qu'on veut. Le médecin, socialement, c'est quelqu'un qui a la plus haute reconnaissance sociale depuis Hippocrate et même avant Hippocrate. Donc, cette relation soignant-soigné ne peut pas être une relation d'égalité puisque les statuts des deux partenaires sont complètement différents. Cette relation est obligatoirement et ontologiquement inégale puisque le soignant, il apporte la connaissance, il apporte le savoir-faire. Le patient, il apporte un certain savoir. Si je prends quelqu'un qui est par exemple pharmacien, il apporte un certain savoir, même médical. Mais il manque un certain élément, il manque d'abord il reste subjectif, il manque d'objectivité parce que c'est un patient, d'une part, et d'autre part, parce qu'il n'a pas le savoir-faire du médecin. Et cette rencontre, je vous l'ai dit tout à l'heure, se fait dans un cadre socialement hiérarchisé. Et le patient, quand il consulte le médecin, il consulte pas pour ce qu'il est. Il vient pas dire je suis ministre de ceci ou je suis flan ou là je suis flan. Il va venir en disant j'ai mal, j'ai ceci ou là où il dit il a de la fièvre.
D'accord? Donc il vient pour quelque chose. Il ne vient pas pour lui-même, mais pour quelque chose qu'il a, et non pas pour ce qu'il est. Ce qui fait que déjà, ça crée une relation entre le médecin et la chose qu'a le patient, et non pas le patient lui-même. Et dans ce cas-là, lorsqu'il y a cette relation de soins, l'amitié n'est possible que moyennant une égalité proportionnelle. Ça veut dire que le soigné doit doubler d'efforts pour pouvoir équilibrer cette relation amicale. Comment il va régler, comment on se retrouve devant une situation où il y a celui qui est inférieur et celui qui est supérieur. Celui qui est supérieur, c'est le soigneux et le soignant. Et le soigné, il est en position inférieure. Il va faire quoi? Il va aimer plus, ça veut dire passer plus de coups de fil ou la chihaja ou là. Il va avoir plus de vertus, il va être plus utile, il va être plus agréable. Et celui qui est supérieur, il va vouloir être plutôt plus aimé que d'aimer. Il va essayer de faire de sorte que cette inégalité persiste. D'accord? Et l'amitié et le soin nécessitent une relation de liberté. Mais l'amitié est libre. Le soin n'est pas libre. Le Khalil Gibran dit la liberté, il répondit, quelqu'un lui pose la question, disons, et un orateur dit, parle-nous de la liberté. Il répondit, à quoi vous voulez renoncer? Être libre, c'est renoncer. Le patient ne peut pas être libre. Il ne peut pas renoncer à sa maladie. Elle le colle. Il veut bien renoncer à sa maladie, mais elle le colle. Elle est avec lui. Voilà. Donc, du coup, il est obligé de garder cette maladie et est obligé de la soigner. L'homme libre, Hannah Arendt dit, l'homme libre est celui qui n'est pas contraint par la nécessité physique de la vie, ni soumis à une domination instituée des autres. Nous, on est soumis à des émotions quand on soigne des enfants, quand on est devant quelqu'un qui souffre. Donc, on n'est pas libre. Et le patient n'est pas libre, et le soignant n'est pas libre non plus. Donc, l'amitié dont la relation de soins ne peut pas, en tous les cas, à mon avis, être quelque chose de possible. Pourquoi? Parce que le vrai médecin agit strictement selon les règles de l'art. L'amitié risque de perturber la relation. 2 minutes? Ou j'ai dépassé mon temps? Ah ben, non, tu me laisses 2 minutes et c'est bon. Donc, à la place de l'amitié qui est impossible, le médecin, il a 2 autres leviers. Il a la compassion et l'empathie. La compassion, c'est quoi? C'est, Pierre Lecause, Hannah Arendt l'a défini comme étant ce sentiment de souffrir avec quelqu'un d'autre, sachant que ce n'est pas moi qui souffre, c'est lui. Je suis triste parce qu'il souffre, mais c'est lui qui souffre, ce n'est pas moi. Si je souffre, si moi aussi je souffre, ce n'est plus de la compassion, c'est de l'empathie. Et surtout, c'est la présence inconditionnelle à quelqu'un. Il est triste, je reste avec lui, je lui tiens la main, je fais un certain nombre de gestes de présence qui vont le consoler. Et l'empathie, c'est la contagion émotionnelle. C'est, il est triste, je suis triste avec lui. Il est malheureux, je suis malheureux avec lui. Et ça, ce sont des éléments qui rentrent dans la relation de soins, mais qui ne sont pas de l'amitié. Ce sont des émotions que dégage le médecin pour exprimer à son patient qu'il est complètement qu'il montre de la compassion et de l'empathie à son patient sans être ami avec le patient. Pour conclure, je dirais que c'est une diapo que vous avez déjà vu passer tout à l'heure. Donc, la relation de soins, c'est une tension entre la reconnaissance d'une proximité et la mise à distance qui doit naître dans l'action de soigner. C'est l'efficacité du soin requiert cette distance pour pouvoir avoir cette capacité de discernement. Et surtout, le médecin doit conserver une certaine distance et cette distance lui donne à la fois l'autorité et la capacité de discernement. Je vous remercie.